Bonsoir doyen. Bonjour. Merci d'accepter de venir sur ce plateau. Merci. Nous sommes très honorés. Merci. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec une forte émotion que de recevoir un invité, une personnalité de la dimension de Mamadou Kaba Ba, médecin, ministre. L'homme a été à la fois acteur et témoin des vicissitudes de l'histoire récente de notre pays. Il vient de nous faire un témoignage sur sa vie à travers ce livre intitulé « Entretien de Dingiraï ». Mais à 91 ans, que veut-il réellement léguer à la prospérité? Ça sera la trame de cet entretien que nous avons le privilège d'avoir avec lui. Bienvenue à tous. Merci à vous de nous accepter une fois encore chez vous. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de l'entretien que nous avons entamé avec le doyen Mamadou Kaba Ba, 91 ans, médecin, ancien ministre. C'est l'homme qui a ouvert l'hôpital national d'Onka, aussi l'école nationale des sages-femmes, qui était une école sous-régionale. Il a connu pratiquement tous les régimes. Il a quitté la scène publique en 2002 comme député. En première partie de notre émission, doyen, nous avons parlé un peu de votre parcours. Nous avons aussi parlé de patriotisme. Vous avez un peu esquissé le rôle que vous avez joué comme étant ministre de la Santé. Justement, parlant de patriotisme pour cette deuxième partie, vu ce que vous avez vu ce que vous avez connu du premier régime, peut-être jusqu'au moment où vous quittiez la scène, est-ce que vous pensez aujourd'hui ce patriotisme-là fait défaut en Guinée et au niveau des fonctionnaires et au niveau de la population? Des dirigeants aussi. Bon, je pense que, sincèrement, les Guinéens étaient patriotes. Étaient patriotes. Fiers, sociables. Je me rappelle quand on était à Dakar, tous les Guinéens, le dimanche, allaient chez Kassouri Bangoura. À Dakar, c'était pour l'école William Pointy. Pointy, donc Kassouri Bangoura, le père de Mama Kassouri, qui était chef de cabinet, son père, tous les Guinéens, dimanche, allaient chez lui, manger, danser et tout. Franchement, et la présidente des Guinéens de chose, c'était une Souma. Et son mari était au pompier. Tous les Guinéens allaient chez elle. Il y avait une sorte de galette comptée de bouquet. Tout le monde allait manger là-bas. Vraiment, les Guinéens étaient des frères. Des frères, dans le vrai sens du mot. Hein. Donc quand on voit maintenant pour des petites places politiques, on fait... Oui, mais pourquoi il y a eu ce dérèglement alors? C'est dérèglement parce que les gens veulent le pouvoir. C'est le pouvoir. J'en parle dans mon livre. C'est que les gens... La faute au multipartisme intégral? Non, non, la faute d'abord... à la démocratie? Non, c'est dû d'abord au fait d'abord qu'en 1945, lorsqu'on a commencé la politique, la Guinée, j'ai dit ça dans mon livre, au lieu de faire des partis comme au Sénégal ou au Soudan, c'est-à-dire le Mali actuel, au Mali il y avait deux partis, l'Union soudanaise de Modibo Keïta, de Mamadou Konaté, et le Parti progressiste soudanais de Modibo. En Guinée, on a commencé par 4 régions, comme actuellement je vois en Guinée, on a Itor, ce qu'on appelle ça les 4 régions naturelles, les délégations, on appelle quoi on a eu un faux départ. Voilà, on continue. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut rapprocher encore les lignes, retrouver cette fraternité-là, cette fierté guinéenne? On peut retrouver ça, mais à condition que les élections ne soient pas tribalisées, que les élections soient transparentes, justes et tout. Donc là, en ce moment, il faut que l'élite revoie sa façon de faire, la classe politique notamment. Voilà, c'est ça. Et là, c'est les hommes politiques, hein, parce qu'ils n'ont pas de programme, ils n'ont pas d'idée. Donc, ils mettent l'ethnie comme programme. Ils n'ont aucun programme. C'est l'ethnie leur programme. Doyen, en parcourant
très près cet intéressant entretien de Dinguira et on a comme l'impression que vous voulez nous enseigner le sens aussi du service. C'est vrai, l'amour du pays, l'amour du patrie qui vous a amené à servir malgré tous les problèmes. Hein. Mais on a comme l'impression que vous voulez dire aux nouvelles générations quel est le sens de l'honneur à servir la patrie, surtout au niveau de la fonction publique. Effectivement, il faut que les Guinéens sachent que ce sont nos paysans, nos parents, les paysans, qui payent nos études, qui payent l'impôt et tout. Donc il ne faut pas les mépriser ni les sous-estimer. Grâce à eux, nous sommes quelque chose. Ainsi, moi, mon père était petit commerçant et cultivateur. C'est grâce à la bourse que j'ai pu aller faire des études et tout. Et beaucoup de gens. Et si on revient maintenant, on veut les exploiter. Dans un petit service, il faut payer un peu, ceci, cela. Vraiment, c'est honteux. Nos parents, on doit les respecter. C'est eux qui ont souffert, qui ont fait de nous ce que nous sommes. Donc je pense que c'est ça le grand problème. Il faut que les Guinéens sachent que c'est le paysan qui est en brousse là-bas, les petits paysans. C'est ça, eux, qui nous payent. Si tu vas la Chine à faire tout ça, c'est parce qu'on a de la bauxite et tout. Mais sans les paysans là, la Guinée ne serait rien. Donc il faut qu'on respecte les paysans, nos parents. Et j'ai dit ça. Et quand les gens viennent à l'hôpital, il ne faut pas qu'on leur... S'ils ne peuvent pas payer, il ne faut pas les forcer. Doyen, est-ce qu'aujourd'hui vous ne parlez pas un peu trop tard, à un moment où vous étiez vous-même aux affaires, parce que je me dis que vous avez vu ce glissement. En 81, vous êtes nommé ministre. En 84, vous êtes reconduit dans le gouvernement du CMRN. Au moment où vous aviez la voix au chapitre, et c'est surtout, bon, certains disent que c'est entre 84 85 que les glissements de valeurs ont commencé en Guinée. Est-ce qu'en ce moment-là encore, vous étiez là à rappeler que, attention, nous sommes en train de glisser en termes de valeurs? Et là, effectivement, Conté, on le critique. Bon, j'ai dit, il n'était pas très instruit, mais il était un peu bonasse. Il a laissé un peu, chacun faire ce qu'il veut. Moi-même, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, président. Alors que vous étiez son ministre? Oui, j'ai dit, président, attention, je vois des militaires se promener en ville avec des fusils, des kalachnikovs et tout ça. Il dit, c'est pas normal. L'armée doit être disciplinée. Je lui ai dit ça. Et en plus, j'ai été au Niger, Sénikouchi était au pouvoir. Il ne voyait aucun militaire avec des armes en ville. Et les policiers, comme j'ai vu tous en venant, ils sont assis dans un coin, il y a l'embouteillage, aucun n'est au milieu pour faire la circulation. Au Niger, le policier qui est défecte, il est au milieu du carrefour, il donne la circulation. Ici, vous arrivez tous, je venais là, j'ai vu, ils sont assis de côté. Dès qu'ils arrêtent quelqu'un, c'est pour demander un peu 1000 francs ou 5000 francs. C'est honteux. Hein? Le boulot, c'est pas ça. Ils sont payés. Donc, ils ne sont pas au carrefour. Bon. Et j'ai remarqué une fois, j'étais député à l'époque, j'étais député révolutionnaire en 68. Et vous êtes redevenu député démocrate en 95. Oui. Bon. Donc j'ai dit... Une différence entre les deux périodes? Il y a une différence, une petite différence quand même. Parce que quand même, là, Alpha Condé était avec nous là. Ah oui? Il avait son groupe parlementaire et tout là. Bon, mais là, il y avait des avocats révolutionnaires aussi quoi. Des juges révolutionnaires aussi quoi. Bon, tout ça, hein. Je veux dire, on a eu à juger Kabassan là, en conseil des ministres. C'est réuni. Il a accusé de beaucoup de choses. Immédiatement, on dit bon, allez, amenez-le là-bas, allez le juger tout de suite. Alors que vous n'avez aucune compétence pour le faire. On s'arrête, nous, on a déjà été condamné d'avance. Bon, finalement, une heure après, on revient qu'il est condamné à 12 ans de travaux forcés. Justement, c'est ce que vous êtes en train là de dire en faisant le parallèle, par exemple, entre un régime révolutionnaire, monolithique, hein, avec un parti, et puis un régime démocratique m'interpelle parce que tout au long du livre, on voit que, bon, je parlerai d'insubmersibles. Il y a beaucoup d'activités, d'événements que vous avez vécus. Déjà dans les années 60, avec la grève des enseignants, vous nous parlez du congrès du PDG à Foulaya, où Sékou Touré pratiquement avait perdu
le titre de secrétaire général, je pense, du parti, mais après il a été remis par Saïfoulaye. Vous nous parlez de l'agression du 22 novembre, vous parlez de purge, choléra, la première épidémie de choléra dans le pays, Chétan 75, la révolte des femmes en 77. Vous nous parlez du cas particulier du Fouta, comment ça a été géré. Vous, étant ministre, la fin de Sékou Touré, l'avènement du CMRN, le 4 juillet 85, les 2 et 3 février, Kaporo au rail et puis la révision constitutionnelle en 2003. Je me dis, comment vous avez vécu tout ça là sans vraiment être égratigné? Parce qu'on a vu beaucoup de cadres quand même produits par la révolution et puis pratiquement perdre leur vie dans la révolution ou bien même avec le régime Conté après. Comment vous avez réussi toujours à maintenir la tête de l'eau, à vous en sortir sans égratignure si vous voulez? Enfin, sans égratignure, j'ai dit ce qui est sûr, dans tous les pays du monde, l'Union soviétique, la révolution bolchevique a eu lieu. Ceux qui ont fait la révolution, bon, c'est Lénine, on dit, Gorky fait partie, hein. C'est lui qui a créé l'armée rouge et tout. Mais dans toute révolution, les gens se bouffent entre eux. Donc c'est une règle. C'est une règle. Okay. Donc finalement, d'autres même, Gorky, lui, il a c'est comme en France avec Robespierre. Robespierre lui-même, il était là, avec Danton, avec Combassares et tous ces gens-là. Hein, les montagnards, c'est des gens de Bordeaux où j'ai fait mes études. Donc ils se sont tués tous entre eux. Et d'autres, Robespierre, il s'arrêtait à faire une purge terrible. Il a eu le malheur d'aller à la toilette. Entre-temps, les gens l'ont condamné à son retour. On l'a pris, on a parti couper sa tête. Toute la révolution, c'est comme ça. Hein. Bon, des bolcheviques. Bolchevique en russe, ça veut dire grand, majoritaire, quoi. C'était les plus nombreux à la Douma. On dit les bolcheviques. Ceux qui étaient petits n'étaient pas, c'est les mencheviques. Ben, vous pensez que c'est parce que vous aviez connaissance de tout ça là, vous avez pu éviter des pièges tout au long de votre vie? Non, c'est la chance. Ah, la chance. Sékou Touré, son grand-père paternel, Bakary Touré, est venu de Dinguiraye pour aller à Kouroussa et Farana. Son grand-père paternel, Bakary Touré, c'était un gars de Dinguiraye. Même Moussa Traoré, président du Mali, son grand-père est de Dinguiraye. C'est une ville révolutionnaire. Hein. Et beaucoup de génies sont sortis de là. Donc Sékou Touré, il y avait ces relations un peu entre nous. Et jusqu'à présent, il a des parents à Dinguiraye, Awa Touré, qui vit avec ma grande sœur là-bas actuellement, c'est une cousine de Sékou Touré. Voilà, vous pouvez être protégé de Sékou Touré, mais pas être aimé par Lansana Conté qui tout de suite vous reconduit dans son gouvernement. Non, parce que simplement, j'ai fait toujours mon boulot correctement, sans tribalisme, sans vénalité. Je n'avais pas besoin d'argent. Sincèrement, quand je suis privé maintenant, mais à l'époque, en tant que médecin fonctionnaire, je n'ai jamais pris de l'argent de quelqu'un. Sans oublier que vous étiez très aimé des femmes. Ouais, et puis, sérieusement, j'étais respecté et aimé par les femmes. Dont Nunkumba, la soeur de Sékou Touré, le ministre en sa tante, tous ces gens-là. Parce que vous étiez leur médecin. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ça, il faut être soi-même, être honnête. Travailler. Nous allons finir cet entretien par vous, le souhait que vous avez exprimé à la conclusion des entretiens de Dinguiraye, ou que vous-même vous le dites, au crépuscule pratiquement de votre vie. Vous dites, je souhaite vivement, en définitive, que la démocratie puisse s'implanter durablement en Guinée. Ouais. Comment? Il faut qu'on rompe avec les élections truquées. Nous avons commencé par ça en 1958, hein. Le référendum. On a brûlé les urnes au dernier point. Ah oui? Oui. De Gaulle, qui est un gars orgueilleux, fier, a dit qu'il est parti. Il a dit aux Français qui étaient administrateurs de nous laisser faire ce qu'on veut. C'est fini avec la Guinée. Donc, on doit construire à conforter notre démocratie. Tu penses que la Guinée va mieux se porter? Voilà, c'est vrai. Sans démocratie, ça ne va pas. Et que les élections soient claires, nettes. Il y a 2 ou 3 mois qu'on a fait les législatives là.
Les communales. Communales. Jusqu'à présent, le résultat. Même la Sierra Leone qui est à côté, ils ont fait présidentielle et législative en même temps. En une semaine, tout est fini. Ils ont fait s'il y a eu des recours, ils sont adressés là où il faut faire des recours. Donc, et puis en plus, au Nigeria, les gouverneurs sont élus. Hein. Nous, les francophones, je ne dis pas que c'est la France qui nous a contaminés, mais la justice n'est pas indépendante. Et en Sierra Leone, le juge, le lawyer, c'est des gens respectés. Quelle est votre volonté ferme aujourd'hui, à ce moment de votre vie? Ma volonté ferme, c'est que l'éducation soit correctement encadrée. Que les enseignants, un instituteur ne soit pas un mendiant. Parce qu'un instituteur avant, c'était une personnalité. Maintenant, je dis un instituteur n'est rien. C'est vrai. Sinon, avant, un instituteur, c'est une haute personnalité dans un pays. Quand j'ai lu ça dans mon livre, l'enseignant qui était là-bas, il commandait et les élèves, et tous les enfants de la ville. Hein. Bon, actuellement, un instituteur. Donc, l'éducation soit encadrée. Ouais. Autre chose? Ensuite, on a que les élections soient correctes. Et que quand on nomme les gens à la fonction publique, le chef d'État a un pouvoir discrétionnaire. Ce n'est pas un pouvoir arbitraire. Hein. Discrétionnaire, ça dit qu'il peut réparer des fautes, des choses. Ça, c'est pas discrétionnaire, c'est pas, il peut faire n'importe quoi. Il y a un statut de la fonction publique, il y a des champs, donc il faut respecter ce statut-là. Un instituteur jeune ne doit pas commander une école avec des instituteurs ordinaires. Un infirmier ou une chose ne doit pas commander un hôpital. Donc il faut qu'on respecte le statut de la fonction publique. Tout est clair dedans. Et si c'est respecté, ça ira très bien. Comme ici, si on arrive, il faut que le directeur soit respecté et qu'il puisse donner des ordres. On ne pas le contredire. Quand le directeur a décidé, c'est décidé. Donc il faut, c'est ça, nous avons connu les colons, ils avaient des défauts, mais ils respectaient la hiérarchie. D'accord. Donc il faut prendre cette qualité-là chez le colon et l'exercer pour qu'on continue dans notre élan de pays souverain et fier. Donc ça veut dire que je vois par exemple, quand tu vois les gens arriver à Paris, les chefs d'État africains élus, j'ai vu un certain de Centrafrique là, il va à l'Élysée, le grand chef blanc le prend, j'ai reconnu, hein. Bon, le Sékou Touré, il n'allait jamais se prostituer comme ça. Dès que quelqu'un est là, il va à Paris. Le petit blanc qui est là-bas le prend, des grimaces, voilà, hein, je l'ai reconnu. Hein. Bon. Doyen Mamadou Kababa, merci. Ça a été un immense plaisir et un bonheur. Hein. Un honneur surtout de vous recevoir sur ce plateau. Merci, je vous remercie aussi. Dieu vous garde encore longtemps. Amin. Longtemps, peut-être 91 ans. C'est Dieu qui dispose de la vie. Ouais. Hein? Donc je vous remercie aussi. Je ne connaissais pas. Bon, vous êtes des jeunes, mais il n'y a même pas très longtemps. Hein? Je veux dire, même Abouakar Silla, tout ça sont nos enfants. Son père, Lamine Silla, le promotionnaire, etc. Donc, actuellement, les gens qui sont indépendants à la Guinée, on n'est pas plus de 10 vivants actuellement. Hein. Au Mali aussi, nos camarades sont là-bas. La plupart sont morts. Donc, on est des survivants. Mais on est content quand même de voir des jeunes comme vous ici en train de travailler correctement. Et on souhaite qu'on vous respecte. Merci. Merci doyen et grand merci pour ces témoignages dans vos mémoires. Merci mesdames et messieurs. C'était la fin de ces deux numéros de l'entretien de Koloma que nous avons pu avoir avec le doyen Mamadou Kababa, médecin de grande réputation, ministre et puis député. Il a quitté la scène publique en 2002. Merci à vous tous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci.